Les explorations de la fonction auditive, enseignement de la faculté de médecine de Montpellier. Les explorations de la fonction auditive ont pour objectif d'affirmer l'existence d'une surdité, d'en préciser sa sévérité, son mécanisme, à savoir surdité de transmission, surdité de perception ou surdité mixte, et en cas de surdité de perception, ces explorations ont pour objectif d'en déterminer l'origine, c'est-à-dire cochléaire ou située au niveau des voies auditives. Nous allons commencer cette présentation par quelques rappels anatomo-physiologiques. La majeure partie de l'énergie d'un son est transmise par voie aérienne à travers le conduit auditif externe pour faire vibrer la membrane tympanique et la chaîne ossiculaire. Cette dernière met en vibration les liquides de l'oreille interne qui permettent de stimuler les cellules neurosensorielles de l'oreille interne. Une autre partie plus faible de l'énergie peut être transmise directement par conduction osseuse à travers la peau, les tissus mous et l'os temporal pour faire vibrer directement les liquides de l'oreille interne. La vibration des liquides de l'oreille interne permet la déflexion des cils, des cellules ciliées internes et la transformation d'un signal mécanique en un signal bioélectrique. C'est le phénomène de mécanotransduction. Cette mécanotransduction est amplifiée localement grâce à la contraction des cellules ciliées externes. Le signal électrique est ensuite transmis aux neurones auditifs primaires situés dans le ganglion spiral, puis ce message nerveux est conduit le long de la voie auditive ascendante. L'homéostasie du fonctionnement des cellules de l'oreille interne est assurée par les cellules de soutien de l'organe de Corti, ainsi que par les cellules de la strie vasculaire qui assurent la différence de gradient potassique entre endolymphe et périlymphe. Les voies auditives ascendantes démarrent par les neurones auditifs primaires situés dans le ganglion spiral qui émettent des prolongements jusqu'au noyau cochléaire du tronc cérébral. Ces derniers envoient des fibres qui traversent la ligne médiane jusqu'à l'olive supérieure, puis les neurones se connectent avec le collicule inférieur et le corps genouillé médian. Enfin, les neurones du corps genouillé médian émettent des prolongements qui forment les radiations auditives et qui se connectent au cortex auditif primaire situé dans le gyrus temporal supérieur. Nous allons maintenant nous intéresser aux explorations de la fonction auditive à proprement parler. Tout examen de la fonction auditive doit débuter par une otoscopie. L'examen otoscopique va vérifier l'intégrité du conduit auditif externe, l'absence de bouchons de cérumen et vérifier la normalité du tympan et par transparence d'une partie de la chaîne ossiculaire. Sur ce tympan gauche, vous pouvez visualiser le manche du marteau se terminant par l'ombilic, ainsi que sa courte apophyse, et le triangle ou cône lumineux. La partie du tympan située au-dessus de la courte apophyse du marteau s'appelle la pars flaccida, et la partie située au-dessous de la courte apophyse s'appelle la pars tensa. Au niveau de cette oreille droite, vous pouvez également observer sur le tympan l'annulus fibrosus sur lequel s'insère la pars tensa, ainsi que par transparence la branche descendante de l'enclume et l'articulation aquedo-stapédienne. Nous allons maintenant voir en détail les épreuves d'acoumétrie clinique qui permettent de déterminer le type de surdité. Nous allons tout d'abord démarrer par l'épreuve de Weber. À l'aide de plusieurs diapasons de fréquences différentes, nous allons tester la latéralisation du son lorsque le diapason est positionné au niveau du front. S'il n'existe pas d'asymétrie entre les deux oreilles, le sujet n'est pas capable de latéraliser le son et le perçoit au milieu. S'il existe une surdité de transmission au niveau de l'oreille droite, la latéralisation se fera du côté droit. A l'inverse, s'il existe une surdité de perception au niveau de l'oreille droite, la latéralisation se fera du côté sain, c'est-à-dire du côté gauche. Ainsi, une surdité de transmission droite et une surdité de perception gauche entraîneront une latéralisation du même côté et le test de Weber seul ne permet pas de déterminer quel est le mécanisme de la surdité. L'épreuve de Rhin permet quant à elle de déterminer oreille par oreille si la surdité est de transmission ou de perception. Au cours de cette épreuve, on va placer le diapason au niveau du processus mastoïde. Lorsque le sujet n'entend plus le son par conduction osseuse,
On va positionner le diapason au niveau du conduit auditif externe pour voir si le sujet perçoit encore le son par conduction aérienne. S'il perçoit encore le son, le test de RIN est dit positif. S'il ne perçoit plus le son, le test est dit négatif. En l'absence de surdité ou en cas de surdité de perception, le test de RIN est dit positif. A l'inverse, en cas de surdité de transmission, le RIN est dit négatif. L'ensemble des techniques d'acoumétrie clinique ne permettent d'obtenir qu'une évaluation grossière de la fonction auditive oreille par oreille, et seule l'audiométrie tonale liminaire permet de préciser à la fois le mécanisme de la surdité, mais également les seuils de perception auditive et donc de préciser le degré d'atteinte. Au cours de l'audiométrie tonale liminaire, la conduction aérienne va être testée à l'aide d'un casque, alors que la conduction osseuse va être testée à l'aide d'un vibrateur. En audiométrie tonale liminaire, le vibrateur va être calibré de sorte à obtenir le même niveau d'intensité à 0 décibel en conduction aérienne et en conduction osseuse. Cela explique qu'en audiométrie tonale, la conduction aérienne ne peut jamais être meilleure que la conduction osseuse, contrairement à l'acoumétrie. Il va être possible à l'aide de l'audiomètre de réaliser un test de Weber dans les mêmes conditions qu'en acoumétrie. De même, l'étude des seuils en conduction aérienne et osseuse peut être réalisée avec un casque mis en place sur les oreilles ou un vibrateur mis en place sur la mastoïde correspondante avec un assourdissement de l'oreille contralatérale. Le test se déroule en cabine insonorisée. L'opérateur modifie l'intensité et la fréquence des sons présentés et le sujet doit répondre à chaque fois qu'il perçoit un son. On peut ainsi tracer les courbes d'audiométrie tonale où on reporte fréquence par fréquence le seuil auditif à partir duquel le son est perçu. En l'absence de surdité, les courbes de conduction aérienne et de conduction osseuse sont superposables. En cas de surdité de perception, figure de gauche en rouge, vous pouvez voir que les courbes de conduction aérienne et de conduction osseuse sont superposées, mais ces courbes sont abaissées vers des seuils de perception auditif supérieurs à 30 décibels. Sur l'image de droite, vous avez la représentation d'une surdité de transmission où les courbes de conduction aérienne sont décalées vers le bas par rapport aux courbes de conduction osseuse, celles-ci étant dans les limites de la normale. En cas de surdité de perception, on dit que le RIN est fermé, alors qu'en cas de surdité de transmission, le RIN est ouvert, traduisant l'écart entre la courbe de conduction aérienne et la courbe de conduction osseuse. En cas de surdité mixte, il existe à la fois un RIN ouvert et un décalage vers le bas de la courbe en conduction osseuse. En réalisant la moyenne des pertes auditives sur les fréquences de 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, on peut déterminer le niveau de perte auditive. Une perte auditive légère se définissant par un seuil auditif moyen compris entre 20 et 40 décibels, une perte auditive moyenne entre 40 et 70 décibels, une perte auditive sévère entre 70 et 90 décibels et une perte auditive profonde au-delà de 90 décibels de perte auditive moyenne. Si l'audiométrie tonale liminaire est l'examen de référence pour apprécier la déficience auditive, elle ne permet pas de rendre compte ce qui est réellement perçu et compris par le patient. Il est alors nécessaire de réaliser une audiométrie vocale, au cours de laquelle on va demander à l'individu testé de répéter les mots qu'il entend à différentes intensités. On va compter le nombre de mots répétés de manière correcte aux différentes intensités testées, de sorte à réaliser des courbes d'audiométrie vocale. La courbe en bleu représente l'audiométrie vocale d'un individu normal. Le seuil de 100% de compréhension est obtenu à des intensités inférieures à 30 décibels et le seuil d'intelligibilité, correspondant à 50% de compréhension, est obtenu à une valeur proche de la perte auditive moyenne en audiométrie tonale. La courbe en rouge est celle d'un individu présentant une déficience auditive. Un score d'intelligibilité de 100% peut être obtenu à des intensités sonores de 80 décibels. L'intelligibilité décroît rapidement avec l'obtention d'un seuil d'intelligibilité à 50 décibels. La courbe en vert est celle d'un individu présentant une perte auditive sévère avec un phénomène de recrutement. En effet, le score d'intelligibilité ne peut pas excéder 70% et celui-ci décroît rapidement lorsque l'intensité sonore du stimulus augmente. Cela traduit le phénomène de recrutement.
À côté de ces examens d'audiométrie dits subjectifs, il est possible de réaliser des examens objectifs qui vont également tester l'acuité auditive du sujet. Il est tout d'abord possible de réaliser un test appelé tympanométrie. Ce test ne va pas tester directement l'acuité auditive, mais la compliance de la chaîne tympano-ossiculaire en cas de surdité de transmission. Une sonde va être introduite de manière étanche dans le conduit auditif externe et des variations de pression vont être appliquées pour mesurer des différences de volume traduisant la compliance du système tympano-ossiculaire. Une tympanométrie normale va se traduire par l'existence d'un pic de compliance de grande amplitude centré sur la valeur de 0. Il s'agit des courbes de type A. Les courbes de type B retrouvent des dômes très aplatis voire complètement écrasés, signant la présence d'un épanchement rétrotympanique. Les courbes de type C retrouvent des dômes d'amplitude normale mais décalés vers les pressions négatives. Cela traduit l'existence d'une dépression dans la caisse du tympan. D'un autre côté, les courbes de type D montrent une compliance infinie de la chaîne ossiculaire aux modifications de pression. Cela témoigne de l'existence d'une rupture de la chaîne tympano-ossiculaire. Au cours de l'examen tympanométrique peuvent être mesurés les réflexes tapédiens. Ces derniers testent l'efficacité du réflexe acoustico-facial et vont donc évaluer la contraction du muscle stapédien provoquée par une stimulation acoustique forte et douloureuse. Leur présence signe l'intégrité du réflexe acoustico-facial et des effecteurs tympano-ossiculaires. Leur absence peut signer une anomalie au niveau des osselets ou du tympan, mais également au niveau du nerf auditif, du tronc cérébral ou du nerf facial. L'enregistrement des auto-émissions acoustiques provoquées est un examen au cours duquel nous allons tester le fonctionnement des cellules ciliées externes. À l'aide d'une sonde introduite dans le conduit auditif externe, des clics vont être délivrés et en réponse à ces clics, des contractions des cellules ciliées externes vont provoquer l'apparition de sons de fréquences différentes qui vont être enregistrés par la sonde. La présence d'auto-émissions acoustiques signe l'absence de surdité de perception de plus de 30 décibels. Les auto-émissions acoustiques peuvent participer au diagnostic de localisation d'une atteinte auditive. En cas de surdité de perception, si les auto-émissions sont présentes, cela signifie que l'atteinte se situe au-delà de la cochlée. A l'inverse, si les auto-émissions sont absentes, on ne peut pas préjuger du diagnostic topographique de la lésion. L'enregistrement des potentiels évoqués auditifs précoces est un examen d'électrophysiologie au cours duquel nous allons pouvoir enregistrer des ondes d'électroencéphalographie précoces, caractéristiques et provoquées par l'application d'une stimulation sonore. Le recueil de l'activité EEG va être synchronisé à la stimulation sonore et va permettre de voir l'apparition de 5 ondes caractéristiques liées à l'activation de différents relais des voies auditives. La stimulation sonore va être appliquée à l'aide d'un casque ou d'un cerf intra-auriculaire et enregistrée à l'aide d'électrodes positionnées au niveau des 2 mastoïdes et au niveau de la ligne médiane. Au cours de cet examen, 2 paramètres vont pouvoir être étudiés. Le seuil auditif à partir duquel apparaissent les ondes, cela permet d'obtenir un examen objectif des seuils d'audition, mais également la latence entre les ondes. Un allongement de la latence 1,3 signant l'existence d'un processus entre le nerf auditif et le tronc cérébral, et un allongement de la latence 3,5 signant l'existence d'un processus au-delà du tronc cérébral. Ce dernier examen traduit l'existence d'une surdité totale au niveau de l'oreille droite, avec l'absence d'ondes caractéristiques décelables, quel que soit le niveau de stimulation acoustique appliqué.